Perdre un enfant, c'est une douleur qui n'a pas de nom, un renversement de l'ordre des choses, une partie de soi qui s'éteint. Les mots semblent impuissants, le monde continue alors qu'on est figé, écrasé par l'injustice et l'absurde. Évidemment, il y a le vide, il y a la colère, mais il y a aussi l'amour qui persiste et la lente reconstruction que certains appellent revivre. Revivre après la perte d'un enfant avec Muriel Thian, psychologue. Bonjour Muriel Thian. Bonjour Marjorie. Perdre un enfant, donc je le disais, c'est très difficile évidemment. En quoi justement le deuil d'un enfant, c'est différent des autres formes de deuil ? Alors, c'est un chapitre très difficile parce que le deuil d'un enfant est souvent considéré comme le plus difficile parce que c'est pas dans l'ordre naturel des choses. Dans le cycle de la vie, on est petit, on grandit, on devient adulte, on devient parent, on devient vieux. Et quand nos enfants ont des petits-enfants, dépendamment de l'âge où on s'est marié, on est censé devenir vieux et mourir idéalement en bon état. Mais ce qui rend difficile, c'est pas l'ordre des choses. Alors, il y a un sentiment beaucoup d'injustice, un sentiment de désespoir, de rupture du sens de la vie, du cycle de la vie qui est très difficile à assumer. Et souvent, ce que je vois en séance, c'est que les parents me disent « mais on n'a plus de rêve ». Parce que quand on projette d'avoir un enfant, on projette sur lui des quantités de rêves, d'attentes, d'espoir. On lui fabrique une vie imaginaire et on s'attend à ce qu'il soit ça, qu'on fasse avec lui ce que je n'ai pas fait. Enfin, on a tellement de projections et tout d'un coup, tout est coupé et ça ne fait pas de sens en fait. C'est trop difficile de le travailler parce que ce n'est pas la logique normale de la vie. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un deuil impossible, hors norme ? Alors oui, il y a des deuils impossibles et hors normes. J'en ai vu plein. En fait, c'est des deuils qui durent plus qu'1 an. Vous savez, c'est des gens qui... Alors, j'ai une maman qui a perdu son enfant dans une explosion. Elle y était. Et c'est un ado de 10 ans, 11 ans, pré-ado. Donc déjà, perdre un enfant, c'est difficile. Ne pas pouvoir assurer une protection à l'enfant. Voilà, notre fonction parentale, c'est éduquer Évidemment. Et protéger. Bien protéger sûr. au niveau mental, santé mentale, mais protéger physiquement, les vaccins, les maladies, etc. Donc l'avoir vu devant elle, ne pas pouvoir le sauver, ça veut dire que ça dépend du choc et du traumatisme. Qu'est-ce qu'on voit ? Quel genre de maladie ou quel genre d'accident ? Est-ce que j'ai pu le protéger ou pas ? Est-ce que j'ai donné tous les outils pour le protéger ? Le deuil impossible hors norme, c'est un deuil qui dure longtemps, où la personne est, entre guillemets, morte en même temps que l'enfant. Donc c'est une maman qui ne fait rien, qui va au travail et qui vient aucun sens de vie, aucun objectif, aucun plaisir et qui ne veut pas être suivie. Elle dit « je ne veux pas être bien ». Lui, il est mort, il ne sent rien, moi je ne sens plus rien, je ne veux plus rien sentir parce qu'elle ne se permet pas du tout de reprendre goût à la vie. Donc je pense que c'est dépendamment du traumatisme, de ce qui s'est passé, du lien qu'on a avec la personne, de la culpabilité dans notre fonction de protection, d'avoir échoué. Enfin, il y a plein de choses au niveau intrinsèques, si vous voulez, qui font partie de la personnalité, du contexte de la famille, qui rend un deuil impossible. Alors, vous parlez de responsabilité. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui traversent ces parents endeuillés ? Je ne sais pas, la colère, la sidération ? Alors, si on n'est pas préparé, bien sûr, il y a de la sidération, il y a un choc. Il y a après qui est suivi par de la colère et de l'agressivité envers quelqu'un. Parfois le corps médical, parfois Dieu, parfois le conjoint parce que voilà, il a dit il faut qu'on s'arrête de s'acharner ou parce qu'aujourd'hui il a répondu on va traverser cette épreuve ensemble. C'est peut-être des trucs vraiment très simples, mais on a besoin de déverser notre colère sur quelqu'un. Et d'habitude, cette colère, ça peut être contre les circonstances. Ça veut dire, moi, j'ai connu une famille qui a un enfant de 2 ans qui a un cancer des ovaires. Donc, c'est pas très acceptable. Je veux dire, dans notre santé mentale, non. Le cancer, c'est déjà une maladie assez mal vécue, où on n'a pas toujours une solution. À 2 ans, on se dit, c'est pas possible. Ouais. D'accord ? Donc, voilà. On a besoin de trouver un coupable pour soulager notre culpabilité. Alors parfois, on ne veut pas trouver un coupable et on retourne cette culpabilité contre soi. Oui. Donc c'est une autodestruction, un autosabotage.
En général, quand la personne est aidée par un conjoint en suivi thérapeutique, etc., on peut l'aider à s'en sortir parce dans la vie, on n'a pas toutes les cartes en main. Donc, il y a des variables qu'on contrôle, mais on ne contrôle jamais la mort. On contrôle les facteurs pour éviter la mort. On met une ceinture de sécurité, on ne fait pas des trucs risqués. En traversant la route, on regarde, on prend des avions safe, des trucs pareils. Mais il y a des variables qu'on ne contrôle pas. Voilà. Par rapport aux parents, comment réagit le couple face à la perte d'un enfant? Est-ce qu'il y a des décalages entre les deux parents? Alors, c'est une très bonne question. En général, on a deux attitudes. Où le couple est très, très uni par la mort et devient encore plus uni par cette souffrance, se soutient mutuellement, est là l'un pour l'autre, et encore plus soudé. Où on a un éclatement de la cellule du couple et rapidement, ils se séparent. Alors, dans le cas où on se sépare, d'habitude, on trouve des problèmes avant. Oui. Ça veut dire que le couple est fragile bien avant, fragilisé encore plus par le décès ou la mort. Et on ne l'a pas fait avant parce qu'on avait un enfant ensemble, mais maintenant, il n'y a plus de raison d'être ou je ne peux plus supporter ce couple qui ne fonctionne pas. Sinon, c'est soudé. Mais c'est une épreuve quand même, comme toutes les épreuves du couple, beaucoup plus dure, mais c'est une épreuve à travailler ensemble. Alors, la différence qu'on trouve, c'est que les femmes ont besoin de constamment parler de l'enfant, de ce qu'elles ont vécu, comme dans tout, de vider leur cœur, d'être soutenues aux copines, le mari, etc. Et moi, je vois beaucoup de papas qui ont envie juste de mettre de côté et de passer à autre chose. Pas parce qu'ils n'aiment pas l'enfant, parce que leur fonctionnement, on ne fonctionne pas de la même manière face à un même problème. Les hommes ont besoin de reprendre vite le travail et les responsabilités. Comme ça les aide à mettre un pas vers l'avant. Ce n'est pas qu'ils ne souffrent pas. Non, pas du tout, mais je pense que c'est un mode de fonctionnement différent et un coping mécanisme, un mécanisme de résolution de stress différente. Alors nous, souvent, les gens autour, on se sent un peu démunis. Qu'est-ce qu'on peut dire à un parent qui a perdu un enfant sans être maladroit? Et qu'est-ce qu'il faut éviter aussi? Alors, il ne faut surtout pas dire ça va passer. Les gens peuvent dire bon, voilà, c'est pas grave, ça va passer. Voilà. Il faut dire je comprends, mais surtout, alors, c'est très dur de comprendre si on n'a pas vécu de deuil. Déjà, c'est très dur de comprendre si on n'a pas vécu le deuil d'un enfant. Donc, il y a une complexité plus grande. Mais idéalement, ce qu'on pourrait dire, c'est je suis là pour toi. Être là, mais vraiment dans la parole, mais dans l'action. Aider à cuisiner, être là les moments où l'anniversaire, la commémoration, Noël, tous les événements qui peuvent paraître durs à assumer. Être là, mais dans la présence un peu légère. C'est-à-dire, il se peut que la personne endeuillée, la maman, le papa, ne veuille pas voir quelqu'un. Alors, il y a des gens qui me disent, mais je vais y aller quand même. Je dis non, il faut respecter. Peut-être la personne a besoin de décompenser ce jour-là. Soyez là demain, soyez là la veille, mais peut-être ce jour. Il faut respecter le besoin, mais il faut être là dans l'action. Hein. Et est-ce que c'est normal de ne pas vouloir se relever tout de suite en tant que parent, de ne pas vouloir tourner la page, quoi, finalement? Je pense que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de... Alors, le deuil est unique à chaque personne, il n'y a pas de chronologie. On sait qu'il y a différentes étapes. En psychologie, on les a étudiées, on les connaît, qui sont sidération, choc, voilà. Et après, acceptation, retour à plus ou moins un fonctionnement, mais tout dépend de la personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je perds quelqu'un, ça dépend de ma relation à la personne, ça dépend de ma relation à mes propres parents, ça dépend si hier on s'est chamaillé ou pas, ça dépend si ma vie est bien et stable avec mon couple ou pas. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, qui font qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas et qu'on retourne, entre guillemets, à la normale ou pas. Donc, je peux prendre 2 semaines, l'autre peut prendre 2 mois, la troisième peut prendre 6 mois. Chacun a une chronologie spécifique et il faut la respecter. Mais ce qui est le plus dur pour un parent, c'est de réapprendre à vivre et à trouver du plaisir alors que l'enfant n'est plus là. Et ça, c'est un facteur qui est souvent travaillé sur le long terme. Parce que à chaque fois que j'éprouve du plaisir, je me sens coupable parce que lui ne l'a pas. À chaque fois que je suis contente que le frère réussit, je sais que celui-là n'a pas eu la chance de réussir ou le droit. Donc il y aura plusieurs phases de chute légère où je me pose des questions, mais c'est normal.
Dans la logique, comment on fait tout ça? Comment on arrive à peut-être revivre après cette perte? Quels sont peut-être les petits pas possibles vers la lumière? Et aussi, quelle place on donne à cet enfant décédé dans notre vie de tous les jours et en famille? Est-ce qu'il faut parler de lui? Est-ce qu'il faut créer des rituels? Alors d'habitude, ce qu'on propose aux familles, ou ce qu'elles proposent souvent, parce que les parents, ils réfléchissent, quand on perd un enfant, si on en a d'autres ou pas, les parents trouvent des moyens de refaire vivre l'enfant à travers des actions. Donc il y a des parents qui ouvrent des associations. Par exemple, je connais une jeune fille qui a fait un accident au ski. Alors ils ont fait une association pour protéger les gens, voilà, quand il y a des compètes. Il y a des associations qui se créent pour récolter de l'argent pour les enfants qui ont un cancer, des choses pareilles, qui permettent aux parents de refaire vivre l'enfant Et se sentir utile. Et se sentir en aidant d'autres familles et en pouvant procurer du plaisir à d'autres enfants qui leur permettraient peut-être de vivre, d'avoir des solutions à des parents. Alors il y a ça, il y a des associations d'écoute qui se créent pour les parents qui viennent de traverser une épreuve difficile, où les parents qui ont vécu des choses sont là pour les soutenir, parfois aidés par un professionnel de la santé, un médecin, un psychiatre, un psychologue, parfois pas, mais ça permet de sentir que on n'est pas seul. Voilà, on n'est pas seul. Les groupes de parole, voilà. pour tous, c'est tellement important. On a toujours l'impression de vivre ça, qu'on est les seuls à vivre ça, alors que dès qu'on parle avec nos pairs, finalement, ça permet de sortir d'un deuil ou d'une addiction ou autre chose. Alors, par contre des parents par exemple, une mère qui travaillait dans quelque chose ou qui ne travaillait pas, qui shift de carrière. Elle reconversion. Fait une reconversion juste parce qu'elle a besoin de quelque chose de plus léger, de quelque chose qui a un sens. Par exemple, si sa fille aimait, je ne sais pas, les bijoux, il y a une femme qui a créé un atelier de bijoux, de colifichets pour les jeunes, enfin des choses pareilles. Et ça a fait sens pour elle, et elle a démarré très bien parce que c'était plus léger et ça a résonné avec la mort. Donc, tout ce qui est association, activité, soutien, guidance, etc. Ça, c'est la première. Alors, par contre, il faut faire attention que tout ça n'exclut pas les autres membres ou les autres enfants de la famille. Évidemment. Et ça, c'est important parce que parfois, on est tellement centré sur l'enfant malade ou l'enfant décédé qu'on oublie les autres. Pas parce qu'on ne les aime pas, c'est parce que notre tête, voilà, elle est envahie par la douleur, etc. Donc, il faut toujours mettre aussi dans la balance et dans l'équation les autres enfants qui, eux, souffrent aussi d'avoir perdu un frère ou qui ne seront jamais assez à la hauteur pour remplacer le frère. Donc, lui, si l'enfant qui est décédé était brillant, le frère, quel que soit ce qu'il fait, il ne sera pas aussi brillant, aussi bien, aussi capable, aussi. Donc, il faut faire attention à ce qu'on renvoie aux autres enfants. Donc, ça, c'est la deuxième partie. La troisième, si on sent que quel que soit ce qu'on arrive à faire, on n'arrive pas à reprendre goût à la vie et en charge de notre vie de famille, il faut consulter. C'est pas une faiblesse, consulter en psy, c'est une force. Déjà faire le pas d'aller demander de l'aide. Alors beaucoup de mamans me disent mais je suis en échec si je peux pas aider ma famille ou ma fille. Je dis non. Si vous venez rechercher de l'aide, c'est que vous n'avez pas, dû à votre problème, vous n'avez pas les bonnes lunettes. Il y a quelqu'un de dehors qui peut vous aider à voir le problème avec un autre angle et trouver des stratégies de mise en place qui peuvent vous aider à vous relever plus vite et à vous prendre en charge et à prendre en charge votre famille. Tout en sachant que si nous, on ne va pas bien, nos enfants n'iront pas bien. Donc, il faut commencer par nous, pas égoïstement, mais égoïstement, normalement, parce que si on ne va pas bien, les enfants ne tiendront pas la route non plus. D'accord ? Donc, consultez. Alors, les rituels qu'il faut mettre en place sont importants pour les parents. Donc, les rituels de funérailles au début, oui. Mais après, dans 1 an, dans 6 mois, l'anniversaire, Noël, toutes les fêtes, c'est important parce que c'est vrai qu'on fait revivre la douleur. Ça peut paraître un peu dur en même temps. C'est dur, mais en même temps, ce sera dur seul en tout cas, parce qu'on sait que c'est son anniversaire, on sait qu'il n'est pas là, mais ça permettra aussi de mettre des mots et des souvenirs heureux parfois. Ça veut dire qu'on va dire, voilà, à Noël, il aimait ça. C'est dur à assumer, mais en même temps, si on n'en parle pas et on ne le fait pas, ça veut dire que on compresse nos émotions et nos sentiments à l'intérieur. Et tout ce qui est à l'intérieur cause beaucoup plus de problèmes que quand il sort de notre corps et de notre tête.
Vous nous l'avez dit, c'est bien aussi d'aller voir quelqu'un pour pouvoir trouver une parole neutre, trouver des stratégies. Est-ce que par soi-même, par exemple, on peut aussi avoir une sorte de thérapie individuelle, l'écriture, la spiritualité? Alors, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de thérapies, on va dire, parallèles, qui créent des choses. Ça peut être le yoga, Mhm. la méditation, parce que les parents peuvent passer par des périodes de stress énormes, d'attaques de panique, de difficultés à respirer, parce que l'enfant ne respire plus. Voilà, des choses par analogie. Oui. Donc, on conseille beaucoup de choses parallèles, dépendamment des caractères, parce que pas tout le monde aime ces choses. Et sinon, il y a des parents qui font des ateliers d'écriture où ils écrivent. Alors, ils écrivent pour eux, mais parfois, ils finissent par publier leurs écritures et ça devient comme une thérapie pour vider tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont senti, tout ce qu'ils avaient envie de dire à leur enfant. Voilà, et ça permet d'être quelque chose qui résonne le plus avec la personne à ce moment-là. Ouais, ça peut être même un dialogue Ouais. pas terminé, en Ouais. fait. Mhm. Tout à fait. Comment nous, autour, encore une fois, on peut aider un parent endeuillé sans vouloir réparer à tout prix? C'est vrai que c'est souvent ça, les gens autour se sentent tellement démunis, encore une fois, qu'on veut absolument réparer. Et quel message donner à un parent qui pense qu'il ne va jamais s'en remettre? Alors, moi, je ne dirais pas aux parents, vous allez vous en remettre. On ne se remet jamais de la mort d'un enfant, mais on va réapprendre à vivre sans l'enfant. C'est ça. Donc, ça veut dire, alors, dépendamment si le parent a un autre enfant ou pas, s'ils ont d'autres enfants, ça peut les obliger, les tirer vers l'avant parce qu'ils ont d'autres enfants, ils ont des devoirs. Alors, il y a des familles qui n'ont qu'un enfant et qui en refassent après. C'est un enfant qu'on appelle de remplacement, non. Alors, il y a le travail qu'on fait avec ses parents pour que cet enfant de remplacement n'ait pas le poids de l'enfant qui est mort. Et surtout qu'il ne soit pas de remplacement. Voilà. C'est un être Voilà. entier. C'est pas lui. Alors, j'ai connu il y a très longtemps une famille qui l'a appelé par le même prénom et c'était lourd pour moi. Lourd, et on a travaillé dessus. Et voilà. Mais alors, s'ils ont d'autres enfants, c'est bien, mais il faut aussi leur dire que oui, on s'en remettra pas, mais il faut surtout pas lui dire, tu sais, il souffrait énormément, c'est bien qu'il soit parti, parce que en fait, c'est vrai que la souffrance est énorme pour l'enfant, mais pour le parent, c'est pas bien qu'il soit parti, parce qu'il voit la souffrance, mais en même temps, il veut l'enfant, donc c'est pas évident. Ce qu'il faudrait dire, c'est voilà, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu as envie que je sois là? Je comprends ta douleur, elle est énorme, inimaginable. Mais après, lui donner le temps. Alors, ce que j'entends souvent en séance, c'est que les copains, le frère, la sœur, le mari, enfin, peuvent se plaindre que la personne est désagréable. Elle n'est pas désagréable, elle est déprimée. Et la dépression est lourde à gérer. La dépression, dans le cadre de la perte d'un enfant, est encore plus lourde. C'est pas je suis déprimée, j'ai perdu un job, je vais trouver un autre ou je vais m'en faire. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc voilà, soutenir, écouter, valider, donner le temps. La pousser à voir quelqu'un si on n'arrive pas à l'aider, on sent qu'elle est en risque au niveau mental, au niveau de son bien-être, des relations qu'elle a avec les autres enfants ou qu'il a avec les autres enfants, ça peut être l'homme, voilà. Mais aussi essayer de voir, décortiquer si on peut, pourquoi reprendre sens à la vie est dur. Pas la joie de vivre nécessairement, mais sens à la vie, parce qu'on a encore du temps à vivre et il faut essayer de l'utiliser. Ben bien sûr. Et quand il y a d'autres enfants dans la famille, on en a parlé tout à l'heure, comment on leur parle, comment on peut les protéger, les inclure dans le deuil et pas les oublier, même si on ne fait pas exprès de les oublier, mais de les mettre un peu de côté. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je le reprends de façon un peu plus scientifique. Il ne faut pas majorer la souffrance par le silence. Ça, c'est très important. Parce que si je ne parle pas, si l'enfant ne parle pas, la douleur est intense. Et vous savez que si on garde tout dans notre corps, il va somatiser le corps de l'enfant. L'enfant va peut-être avoir des troubles du comportement ou somatiser, et l'adulte somatise souvent. Donc moi, je dis tout ce qu'on peut sortir du corps. Évacuer. Voilà, évacuer par la parole, évacuer par des... Alors, il y a des gens qui font boxe
parce qu'il décharge. Franchement, n'importe quelle activité qui permet de décharger, c'est bien. Mais décharger positivement. Parce qu'il y a des gens qui déchargent en prenant de l'alcool, de la drogue, des comportements à risque. C'est pas de bonne stratégie. Donc, quand on sent que la personne, l'adolescent, par exemple, s'il va dans des acting out, ce qu'on appelle des jeux, il faut recadrer. Mais il faut lui dire que c'est permis, qu'on comprend et qu'il a toujours sa place et qu'il n'a pas le poids de prendre en charge les parents. Et ça, c'est ce que je vois en séance. Je ne peux pas me permettre de faire des choses pas bien, parce que mes parents sont déjà en souffrance. Je ne peux pas me permettre de ne pas être premier parce que mes parents ont perdu déjà un enfant. On n'est pas censé être parfait pour plaire aux parents. Hein. On est censé être un enfant ou un ado. Et un enfant, un adolescent, ce n'est pas parfait. On a le temps. Même nous, les adultes, on n'est pas parfait. Clairement donc, pas. Voilà. Est-ce que le temps, enfin, adoucit la douleur? Est-ce que il change de forme, la douleur? Est-ce qu'on peut redevenir vivant sans culpabiliser, sans se dire « mais non, j'ai pas le droit parce que mon enfant est mort ». Bref, est-ce qu'on peut retrouver de la joie, même fugace? Je pense que oui, dépendamment de la mort, de l'âge de l'enfant, de nos liens, de notre problématique personnelle, parce que tout dépend, mais en gros, on peut. Chacun a son rythme, mais on peut, mais ce sera, on ne retrouve pas l'avant, on retrouve une nouvelle maman, un nouveau personnage, une nouvelle Muriel, une nouvelle Marjorie. Parce que c'est dans l'après-mort, c'est pas avant. Donc, on ne peut pas effacer cet épisode de notre vie. Par contre, il faut savoir que le manque est plus grand. Et ça, c'est les gens qui viennent après 1 an, qui me disent « mais c'est pas possible, je peux plus ». Au début, je prenais le téléphone pour l'appeler et je me rappelais qu'il est mort. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le voir, de le sentir, de l'écouter. Voilà. Et ce qui peut adoucir aussi, c'est des croyances spirituelles parfois. Donc, il y a des gens qui ont des croyances spirituelles, qui par la prière, par un groupe de parole, dans leur communauté de foi, de religion, peuvent être soutenus différemment et qui y ont un bien-être différent. Bon ou pas bon, ça dépend des personnes, c'est pas à moi de juger, mais certaines personnes nous disent que c'est la seule chose qui les a aidés. Mais je pense que trouver de la joie sans culpabilité est un chemin long, possible, mais long. Ça veut dire pouvoir vivre sans l'autre, sans notre enfant, alors qu'on a, entre guillemets, failli à le garder en vie. Mais c'est conseillé quand même d'essayer de retrouver cette joie. Oui, et c'est une phase normale. Ça veut dire qu'après la colère, le choc, la sidération, dans l'ordre, il y a l'acceptation et là, se réapproprier sa vie. Okay. Les gens reprennent le travail, on refait la cuisine, on va au cinéma, on fonctionne. Mais il y aura toujours quelque chose au fond de notre cœur qui n'est pas le même parce qu'on a perdu un être cher qui est en plus un enfant. C'est comme dans tous les décès. Un enfant, c'est plus dur, mais on peut retrouver la joie, pas la même. On n'est pas aussi spontané dans notre joie. Dès qu'on perd quelqu'un, d'ailleurs, on comprend que on est de passage et qu'on n'a pas toutes les variables en main et qu'on ne peut pas tout contrôler. Voilà. Mais c'est possible, oui, et c'est conseillé. Muriel Tian, merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez tous les épisodes de la saga Tranche de vie sur l'espace Perte d'un proche sur massif.fr.